Cette commission, c'est la première étape du processus. C'est quoi la deuxième étape? Vous voulez aller vers où? Cette commission, en fait, la première étape, c'est l'ouverture des inscriptions dans Campus 7. Ensuite, on va se retrouver pour faire l'évaluation de l'ensemble des candidats qui en font la demande. À partir de ce moment-là, on pourra faire le dispatching. Et une fois que le dispatching est fait, on peut lancer le processus d'orientation. Parce que là, c'est l'ordinateur, en quelque sorte, qui est le maître d'œuvre. En fonction des inputs que les établissements ont définis. Et en fonction des nouvelles filières aussi qui avaient été... Et en fonction des nouvelles filières. Parce que nous allons intégrer les nouvelles filières dans la plateforme. Et à partir de ce moment-là, c'est la machine, en fonction des désirs des ratas des candidats et en fonction des moyennes obtenues au niveau du baccalauréat, la machine est capable de faire le dispatching. Maintenant, chaque université définit sa capacité d'accueil. Si, par exemple, dans une filière que je connais très bien, mathématiques, physique, par exemple, si on dit que nous voulons avoir 700 étudiants et que 1000 candidats postulent, à partir de ce moment-là, la machine, selon les critères définis par la faculté des sciences, par exemple, ces critères, la machine va faire un processus de calcul et de classement des étudiants. Et tous ceux qui viennent avant, jusqu'à 700, ont une proposition d'être orientés dans cette filière. Le reste, ils viennent en liste d'attente. Si, par exemple, le premier qui a été classé choisit d'aller en médecine, parce que médecine aussi, ils font leur classement. S'il choisit d'aller en médecine, il disparaît. Et le dernier... Le suppléant, il vient. Le premier suppléant. Et si lui, il ne part pas en médecine? S'il reste, bon, évidemment, il s'arrête à 700. D'autres, peut-être, vont choisir ailleurs pour valider. Et si se trouve que des étudiants ne sont pas validés sur ces différentes plateformes, l'université, les ISEP, est-ce qu'il y a aujourd'hui éventualité d'avoir des non-orientés? Non, c'est simple. Si on va jusqu'à la fin du processus et que certains ne soient pas orientés, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, à mon avis, a des difficultés un peu partout. Oui, mais qui a le bac quand même, qui a le baccalauréat. J'arrive. Celui-là, évidemment, le ministère va prendre des prérogatives pour faire le dispatching selon les résultats qu'il a obtenus au baccalauréat. Et selon vous, quelles peuvent être ces dispositions qui devront être prises par le ministère? Éventuellement, pour ceux qui seront laissés sur le carreau partout, est-ce qu'il y a possibilité qu'ils soient orientés aujourd'hui dans des écoles privées, dans des établissements d'enseignement privé? Bon, ça, ce n'est pas une orientation gouvernementale. Dans vos prérogatives, vous n'avez pas cette éventualité? Dans nos prérogatives, nous n'avons pas l'éventualité d'orienter quelqu'un dans le privé. Oui. Vous avez aussi ordre d'orienter tout le monde? Nous allons, Inch'Allah, orienter tout le monde dans le public. C'est ce que nous souhaitons. Et avec l'appui de la commission, bon, ça, c'est clair. Et ce sera, disons, avec l'appui de la commission où toutes les structures d'enseignement supérieur public sont représentées. Les syndicats aussi sont représentés. Vous me disiez hors micro que c'est le début d'un processus de réflexion globale autour du processus d'orientation. Oui, à la fin, nous allons faire un rapport général que l'on va, disons, donner à la tutelle. Et aussi, on va aussi définir un chronogramme de travail avec l'ensemble des acteurs pour que les années à venir, qu'on ne puisse pas se retrouver dans des difficultés d'orientation avec la plateforme. On va travailler avec, disons, les représentants des services d'informatique pour pouvoir, par exemple, disons, définir un chronogramme de travail pour
qu'on ne puisse plus avoir des difficultés d'orientation. Cela passera par quoi? Une sorte de prescription avant le bac déjà, pour après valider après? Oui, si on peut faire des prescriptions avant le baccalauréat, je crois que ce serait une très bonne, ce serait, disons, une avancée considérable. Et quel est ce message qui doit aujourd'hui aller vers tous ces gens qui sont en attente, les parents, les étudiants? Le message que je leur délivre, c'est que c'est d'abord d'être vigilant, parce qu'on va ouvrir très prochainement la plateforme. Et à partir de ce moment-là, il faudrait que tous les bacheliers qui désirent poursuivre leur étude dans les établissements d'enseignement supérieur public, au moins soient au courant pour qu'ils puissent faire éventuellement leur demande. Et une fois tous ces processus-là, tous ces process mis en place, vous allez être intransigeant sur les délais pour pouvoir être au rendez-vous de janvier? Oui, c'est ce que nous souhaitons. Et je crois que nous pouvons, si on travaille très bien, respecter les délais. Ça, je crois que pour les étudiants c'est une instruction du ministre pour qu'on puisse aller très rapidement. Et pour ceux qui rencontreront éventuellement des problèmes sur la plateforme qui vont ne seront pas certainement à jour sur le délai fixé. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? Je crois qu'on va essayer de... ça, c'est la commission qui va le définir dès demain. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va dérouler un programme de communication pour que les étudiants puissent au moins être à l'aise dans le choix de leur inscription. Et simplifier aussi les procédures sur la plateforme. On va essayer de simplifier au maximum les procédures. Est-ce que vous êtes assuré des conditions d'existence pédagogique parce que vous allez orienter les gens au niveau des ISEP, au niveau des ENO, au niveau de l'université, enfin c'est l'université virtuelle. Est-ce que vous êtes assuré des conditions d'exercice de leur sacerdoce pédagogique là-bas? Ça, c'est une autre étape. D'habitude... Mais pour orienter un étudiant, il faut quand même s'assurer d'un certain nombre de préalables. Ceux qui définissent les capacités d'accueil, c'est les établissements qui sont représentés et qui vont définir les capacités d'accueil. Et nous allons orienter en fonction des capacités d'accueil. Ce qui est clair, c'est que s'il y a lieu d'accompagner le gouvernement, le ministre, vont certainement discuter avec ces établissements pour voir à quelle mesure ils pourront leur appuyer dans ce sens. Et le volet pédagogique, il n'est pas représenté dans la commission? Bon, quand je parle des assesseurs, c'est le volet pédagogique. Ouais. Le volet social plutôt, ceux qui gèrent les centres des œuvres universitaires, parce que c'est après qu'ils vont accueillir tout ce ça, c'est une autre étape. C'est avec les différents CROUS, le COUD, etc., qui, en synergie avec les établissements d'enseignement supérieur, avec les recteurs et autres, et le gouvernement, certainement vont travailler dans Et vous ne pensez pas qu'ils devaient être insérés dans le processus dès le départ pour ne pas créer des... Non, la commission, il y a un arrêté qui définit les membres de la commission. Pour le moment, ils ne sont pas encore représentés. Bon, si c'est nécessaire. Mais par contre, toute personne jugée utile, on pourra les convoquer et les écouter. Donc, si pas une commission qui est fermée, ça peut s'élargir à tout moment? Ça peut s'élargir à tout moment. On peut toujours, au besoin, les appeler pour leur éclairage technique. On revient au délai, puisque c'est important. Dans votre chronogramme, bien dans votre agenda, vous avez combien d'étapes avant de procéder à l'orientation définitive des étudiants? Bon, il faut dire que avec la commission, parce que pour le moment, l'étape première, c'est d'abord de réunir tous les membres de la commission et de définir un chronogramme précis d'orientation et du processus. Nous allons veiller à la supervision, le suivi
de tout le processus. Bon, évidemment, il y a des étapes. La première étape, c'est d'abord d'ouvrir Campus N pour que les étudiants puissent s'inscrire à l'intérieur de la plateforme. Ensuite, on fera une évaluation des candidats du nombre de candidats et aussi de la qualité des candidats qui ont demandé à intégrer les établissements d'enseignement supérieur. Ensuite, avant de lancer le processus d'orientation. Parce que pour lancer le processus d'orientation, ça, c'est un logiciel, c'est pas difficile. C'est l'ouverture de Campus N qui est plus difficile. Et elle se fera quand, cette ouverture-là? On espère que ce sera très bientôt, d'ici la fin de la semaine. Vous n'avez pas un timing exact, la date exacte de l'ouverture de Campus N? Parce que la fin de semaine... La commission va le définir. Mais nous avons espoir. C'est pour 2 jours. Hein? Dans 2 jours, on peut très bien l'ouvrir. Campus N peut être ouvert, la plateforme peut être ouverte vendredi ou samedi? C'est bien possible. C'est bien possible. Mais vous n'êtes pas trop sûr? Non, aujourd'hui, si on demande, disons, aux services techniques de nous ouvrir le Campus N, ils vont le faire. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Parce que là, il faut aller très vite. Il faut donner aux étudiants ce qui attendent depuis chez eux des informations claires par rapport à ce qu'ils doivent faire. Mais pour cela, il faudrait que l'ensemble des acteurs de la commission puissent décider d'ouvrir le Campus N. Ce n'est pas encore le cas? Demain, Inch'Allah. Demain jeudi à midi, on va se réunir et définir tout le chronogramme de travail. Ouais. Les délais et tout ce qui s'ensuit. Et à partir de ce moment-là, on va informer la tutelle et dérouler tout le planning et le chronogramme qu'on s'est fixé. Vous êtes scientifique? Je suis scientifique. Vous avez beaucoup plus de penchant pour les sciences. Vous auriez souhaité que tout le monde soit orienté en sciences pour répondre un peu au vote du président de la République qui veut quand même que les sciences prennent plus de marge dans la formation. Bon, en effet, l'une des directives du président de la République, c'est d'inverser la tendance, d'avoir au moins 80% de bacheliers scientifiques et 20% de littéraires. Mais en attendant, on va travailler avec ce dont nous disposons aujourd'hui. Ce processus d'inversion de la tendance, ce n'est pas uniquement au niveau de l'enseignement supérieur qu'on pourra le faire. On pourra le faire depuis l'éducation de base jusqu'au supérieur. Et pour cela, il faudrait peut-être... réformer tout le système. Bon, je ne dis pas réformer tout le système, mais en tout cas, ceux qui ont en charge de diriger ou bien de dérouler le processus de l'enseignement ou de l'éducation de manière générale, notamment le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, le ministère de l'éducation nationale. Il faudrait qu'on se mette autour d'une table pour pouvoir fixer ces objectifs. Mais vous avez la conviction que les efforts en cours peuvent aboutir à cet objectif-là? Oui, les efforts en cours peuvent très bien aboutir à ces objectifs. Il suffit simplement de travailler, n'est-ce pas, depuis le préscolaire jusqu'au supérieur pour essayer d'inverser cette tendance. Moi, je dis que c'est bien possible. En tant que scientifique, je pense que les études scientifiques ne sont pas aussi difficiles qu'on puisse le penser. Moi, je dirais que parler chinois est plus difficile que de faire des mathématiques. Du coup, vous appelez les jeunes à aller vers les mathématiques? Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de la commission d'orientation des nouveaux bacheliers. Oui. Le point ce soir est... Oui. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, professeur Babacar. Bon, le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres actualités.